6 avril 2060. Matin gris sur Philadelphie. Une lumière terne filtrait à travers les stores poussiéreux du bureau des liaisons. Un matin qui se tirait en longueur, brusquement tiré de sa léthargie par un coup de feu. Jason Ross fut le premier à réagir. Instinct brut, mouvement rapide. Il traversa le couloir en quelques foulées, Khalim Siloras sur les talons. Ira Wright à la traîne, toujours impeccable, toujours en contrôle même dans l'urgence. Une seconde détonation éclata avant qu'il n'atteigne la salle d'interrogatoire numéro 3. Ross ouvrit la porte d'un coup d'épaule et ce qu'ils trouvèrent à l'intérieur les figea sur place. 2 corps. L'un étendu au sol dans une mare poisseuse de sang qui s'étendait encore. L'autre encore menotté à la table. Leonardo Ra Marona, le comptable des bas-fonds, était mort d'une balle en pleine tête. Le second corps, celui de la détective X, respirait encore, bien qu'à peine. Elle tenait toujours l'arme, ses doigts tremblants serrés autour de la crosse. Une tentative de suicide, ratée, mais de peu. Wright, fidèle à son rôle de médecin avant tout, s'accroupit près de X sans hésiter. Arrachant une paire de gants fins de la poche intérieure de son costume hors de prix, il appuya sur la tempe de la détective son mouchoir de soie, l'air concentré mais pas contrarié. Pas morte, pas encore. Ross, lui, scrutait la pièce d'un regard lourd, un mélange de colère et d'incrédulité contenue. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Plus pour lui-même que pour ses collègues. Khalim Siloras ne disait rien, les bras croisés, le regard rivé sur le corps de Marona. Il était mort avant que son corps ne touche le sol, cela ne faisait aucun doute. Le genre de balle qui résolvait définitivement les problèmes. Il s'avança doucement, les épaules lourdes, et posa une main sur la table d'interrogatoire. Pas un mouvement brusque, pas de parole inutile. C'était sa façon de penser. Là, l'arme dans sa main. 2 balles. Une pour elle et une pour le rat. Releva-t-il lentement. Wright releva la tête, le front plissé. Elle respire encore, on doit l'évacuer, maintenant! Pendant que ses 3 collègues fonçaient vers le bruit, Isa, elle, partit en trombe en direction opposée, vers la salle de contrôle. Elle entra comme une flèche. « Les caméras de la salle 3 et celles des sorties !» cria-t-elle. Et devant l'inertie du technicien, s'approcha du clavier sans même s'asseoir, ses doigts déjà en train de taper frénétiquement. Les images des dernières heures défilaient à une vitesse vertigineuse. Elle cherchait un mouvement, une ombre, un intrus, quelque chose qui expliquerait pourquoi une détective d'apparence solide avait abattu un témoin clé avant de retourner son arme contre elle. Rien. Absolument rien. Les couloirs étaient déserts, les portes restaient fermées, et Mélanie X était entrée seule dans la salle d'interrogatoire avec Marona. Le rat n'en était jamais ressorti, évidemment, X non plus. Isa s'arrêta, sa mâchoire crispée, et appela Ross par radio. « Rien », dit-elle, d'une voix sèche. Khalim Siloras ajusta ses lunettes et regarda la fiche technique de Leonardo Ra Marona, maintenant un cadavre refroidi dans la morgue principale. Comptable, entremetteur, mafieux en négociation avec tout ce qui portait un badge, le rat était connu pour son carnet d'adresses interminable et son absence totale de scrupules. Tout ce qu'on pouvait attendre d'un type comme lui. Jason Ross entra dans la pièce, un café à la main, l'air aussi bougon que d'habitude. Alors, Khalim, toujours en train de chercher des raisons de regretter la mort d'un enfoiré ? Siloras ne leva pas les yeux. Il feuilleta la fiche avec l'air méticuleux d'un homme qui fouillait des détails oubliés, insignifiants pour les autres, mais essentiels à ses propres conclusions. Je ne regrette rien, Jason, mais ce type était une clé qu'on vient de casser, et ça m'énerve. Isaïd arriva à son tour, son pas léger tranchant avec l'atmosphère pesante. Elle tenait un petit objet dans un sac plastique, un comlink bon marché. Elle le posa sur le bureau avec précaution, comme si c'était une bombe à retardement. « Trouvé dans les affaires d'X. Un livreur l'a déposé tout à l'heure. J'ai déverrouillé les données. » Ira Wright, toujours élégant, même après une nuit blanche, passa une main distraite sur le tatouage délicat qui ornait sa tempe. Et qu'est-ce que notre cher détective a bien pu cacher là-dedans ? Isa ne répondit pas immédiatement. Elle activa l'enregistrement trouvé sur le comlink. Une voix féminine, tendue, reconnaissable entre mille, celle de Mélanie X. Une autre, grave et glaciale, qui laissait deviner un accent de l'Est. L'appel durait 53 secondes, mais chaque mot était lourd de sous-entendus. « Vous avez 2 jours pour obéir, détective. Sinon, vous retrouverez plus que des doigts dans votre frigo. »
Un silence s'installa dans la pièce. Jason serra les poings, ses jointures blanchissant sous la pression. Ire brisa finalement le calme, sa voix légère mais tranchante. Charmant, n'est-ce pas? Et la géolocalisation de cet appel? Isa croisa les bras, l'air concentré. À moins de 200 mètres de son appartement. J'ai fait vérifier les vidéos de surveillance dans la zone. Greg a identifié un type, Stepan Romanov, surnommé Tsar. À l'entente de ce nom, Kalim releva la tête. Romanov? Ouais, le porte-flingue de Levan. Un orque brutal, connu pour son absence totale d'imagination. Ce genre de type qui préfère écraser que négocier. Isa hocha la tête. Il a été filmé déposant un colis, probablement les doigts et ce comme Link, et passant un appel. Après-midi, 7 avril 2060. La tension était montée d'un cran au bureau des liaisons. L'équipe n'avait pas encore de piste solide pour retrouver les fillettes de X, mais Jason avait une idée. Une idée risquée, bien sûr, mais ça lui ressemblait. « On va les retrouver », déclara-t-il, les yeux braqués sur le tableau blanc où les noms de Levan, Romanov et Marona s'imbriquaient comme un puzzle incomplet. Mais on ne peut pas attendre qu'ils tombent du ciel. Son plan impliquait une infiltration au Vladivostok, un club douteux fréquenté par la mafia russe. Ire White jouait à son rôle habituel, celui du sceptique. Et tu comptes improviser marchand d'âme, Jason? Parce que, soyons clairs, c'est exactement ce qu'ils attendront de toi. Jason hocha les épaules, indifférent. Écoute, toi et moi, on se fait passer pour des intermédiaires, pour des types qui cherchent un produit, disons, rare. Ire tiqua, mais n'ajouta rien. Isa et Kalim, eux, s'occuperaient de l'exfiltration si les informations recueillies dans le club permettaient de localiser les fillettes. Début de soirée, 7 avril 2060. La ville plongeait dans une nuit poisseuse. Les binômes s'étaient séparés, chacun suivant des pistes distinctes, mais une chose restait certaine. Stepan Romanov, l'homme clé de cette affaire, avait disparu. Jason et Kalim avaient fouillé les quartiers malfamés où il avait l'habitude de traîner. Les langues se déliaient vite sous l'influence de Jason, ou de ses poings, mais personne ne savait où Romanov se terrait. De leur côté, Ire et Isa avaient creusé du côté de la famille Dovitelli. Ils avaient appris que Romanov devait rencontrer la mafia italienne ce soir même, à la brasserie Gordita. La famille voulait des explications sur la mort de Marona. Intéressant. En lisant les notes qu'Isa avait tapées sur son terminal. Intéressant, oui. Dangereux surtout, répondit-elle. La nuit avançait. Dans les rues détrempées, les détectives des liaisons se préparaient à pénétrer encore plus profondément dans l'obscurité. Entre les magouilles de la mafia et les menaces de Levan, chaque pas les rapprochait d'un précipice. Mais ils savaient tous que, quoi qu'il arrive, ils devaient retrouver les fillettes, vives, avant que l'horreur ne dépasse ce qu'ils pouvaient supporter. La pluie martelait Philadelphie d'une rage sans borne, une pluie lourde et froide, celle qui s'immisce dans les os, même sous plusieurs couches de vêtements. Le commissariat des liaisons, ce bloc de béton austère, semblait presque chaleureux au milieu de cette désolation aquatique. Aaron Cash, un clochard efflanqué, déambulait devant l'entrée, scandant des absurdités à qui voulait bien l'entendre. « Innocent !» lança-t-il à Kalim, qui, imperturbable, poussa la porte d'un coup d'épaule. « Innocent !» répéta-t-il à Jason, lequel serra les poings en silence, un tic nerveux trahissant une colère contenue. Mais lorsqu'il désigna Isa du doigt, sa voix devint grave, presque gutturale. « Coupable !» Personne ne releva, mais la tension dans l'air sembla redoubler. Une mauvaise soirée s'annonçait, comme si la pluie elle-même savait ce que la nuit leur réservait. Dans la salle de réunion exiguë, l'équipe des liaisons planifiait son intervention. Sur la table, des plans froissés de la brasserie Gordita, repères connus des Sabella, étaient étalés sous une lampe vacillante. Romanov sera là, lâcha Kalim en tapotant un coin du plan. Il avait cette manière calme de poser les évidences comme on abat un marteau sur un clou. Les Sabella ne le laisseront pas repartir vivant, fit remarquer Jason, les bras croisés. Et s'ils le descendent, on perd notre seule piste vers les gamines. C'est pourquoi on agit ce soir, intervint Isa. Son ton était neutre, professionnel, mais ses doigts qui réajustaient machinalement sa veste trahissaient une certaine nervosité. Ire, lui, n'avait pas dit un mot. Il se contentait d'observer, accoudé à la fenêtre, les yeux rivés sur le rideau de pluie qui s'écrasait dehors. Enfin, Walsh. Le sergent aux airs de vieux bulldog fit irruption dans la pièce. « Vous aurez 4 hommes et un véhicule blindé. Ne cachez pas cette chance ou je vous enterre !»
grogna-t-il, avant de repartir aussi brusquement qu'il était venu. 21h30. Brasserie Gordita. Une enclave de lumière tamisée et de rires nerveux abritait ce soir-là une faune variée. Cadre bien mis, ombre au regard fuyant, serveuse fatiguée. Jason se mêla à la foule sans difficulté, sa carrure massive attirant quelques regards mais rien d'alarmant. Isa, de son côté, jouait la cliente maladroite, explorant les lieux à pas feutrés, une oreille attentive aux conversations anodines. Kalim, fidèle à lui-même, avait glissé un drone miniature dans les étages. L'appareil filmait tout. Silencieux témoin d'une réunion tendue entre le lieutenant des Sabella et Romanov. Ce dernier, assis au bord du canapé, suait sous la lumière blafarde d'un lustre désuet. « Tu sais pourquoi on t'a convoqué, hein ?» lança le lieutenant, son ton traînant masquant mal une menace palpable. « J'ai rien à faire, j'ai rien à voir avec la mort de Marona !» bafouilla Romanov, visiblement à bout de nerfs. Un Mitsubishi Naisky noir se gara devant la brasserie. 3 hommes en descendirent, nerveux mais armés. Peu après, une camionnette arriva. Les drones de Kalim captèrent tout, tandis qu'Isa, postée à l'extérieur, signalait la scène à l'équipe. Dans la salle privée, la tension montait. Les Sabella n'avaient aucune intention de laisser Romanov repartir. Mais avant que les choses ne dégénèrent, Jason lança l'assaut. « Stop ! Police des liaisons ! Tout le monde au sol !» hurla-t-il en surgissant dans la pièce. Le chaos éclata. Romanov tenta de fuir, bousculant Jason au passage. Mais dans sa course désespérée, il croisa Isa, qui, avec une précision glaciale, lui barra la route. Romanov hésita, cherchant une issue, mais Kalim, rapide et méthodique, l'intercepta avec un mouvement sec. « Bouge encore, et je te promets que tu regretteras », murmura Isa, appuyant légèrement entre les omoplates du fuyard avec son index, osant avec aplomb croire que le mafieux imaginerait un bon vieux 22. Romanov, à bout de souffle et d'espoir, leva les mains. Retour au poste. Interrogé dans une salle d'interrogatoire sombre, Romanov, livide, finit par céder. « Les filles, elles sont à Petty Island, dans les abattoirs. » Et il griffonna l'adresse sur un morceau de papier, les mains tremblantes. Un vent glacial soufflait sur Petty Island. L'île n'était qu'un bout de terrain oublié, coincé entre des zones industrielles et le fleuve Delaware. Autrefois bruyante et grouillante de travailleurs, elle n'abritait plus que des ombres et des secrets mal enterrés. Les abattoirs, énormes blocs de béton qui suintaient encore l'odeur rance du sang, étaient devenus une coquille vide. Une coquille vide où Romanov avait prétendu que les otages étaient retenus. Kalim Siloras, le visage tendu sous la lumière blafarde des lampes portatives, scrutait les environs. Il n'aimait pas cet endroit, trop silencieux, trop facile à transformer en piège. « Ça sent le coup fourré !» N'a-t-il dans sa barbe poivre et sel, plus pour lui-même que pour ses collègues. Jason Ross, derrière lui, haussait déjà les épaules. Jason n'était pas du genre à tourner autour du pot. Il était le genre d'homme qui fonçait dans le tas et se débrouillait avec les conséquences plus tard. Mais cette nuit, même lui semblait hésitant. Si Romanov s'est foutu de nous, je lui ferais regretter de respirer. Ne sois pas bête, Jason, il ne va pas respirer longtemps, de toute façon. Répondit Ira Wright, avec ce ton désinvolte qui lui collait à la peau. Wright, impeccable comme toujours, avait à peine une tache de boue sur ses chaussures. Kalim l'aurait bien frappé rien que pour ça. Isaïd était déjà en avant, petite silhouette frêle qui avançait parmi les ombres, comme si rien ne pouvait l'atteindre. Ce qui n'était pas loin d'être vrai, elle avait ce truc, ce mélange d'audace et de calcul, qui faisait qu'on ne savait jamais vraiment à quoi elle pensait. Elle se tourna vers les autres. « Vous allez rester plantés là toute la nuit ou on entre ?» Kalim soupira et activa son drone. Une petite lumière verte s'alluma, et l'appareil s'éleva en bourdonnant doucement. Les caméras transmettaient une image tremblante des couloirs délabrés des abattoirs. Non, pas de mouvement pour l'instant. Mais c'est pas parce qu'on les voit pas qu'ils sont pas là. Jason poussa la porte principale d'un coup d'épaule. L'intérieur était pire que ce qu'ils imaginaient. Les restes d'une vie passée, crochets rouillés, machines couvertes de graffitis et des flaques d'eau stagnantes qui luisaient sous les lampes. Et puis il y avait l'odeur. Une odeur de pourriture et de métal. Une odeur qui s'accrochait à la gorge et ça vous donnait envie de rebrousser chemin. Génial. Souffla Wright en retenant un haut le cœur. Il ne manque plus que le tueur en série avec sa tronçonneuse.
Et on est bon. On est là pour les filles, pas pour ton prochain cauchemar, répondit Isa sèchement. Ils avancèrent prudemment, suivant les indications griffonnées par Romanov. Tout semblait désert, mais Kalim restait sur ses gardes. Trop de recoins, trop de silence. Et puis, ils entendirent un bruit, faible, comme un souffle. Isa fut la première à réagir. Elle s'élança vers une porte métallique à moitié arrachée de ses gonds. Derrière, une petite pièce éclairée par une ampoule vacillante. Au centre, une cage de fortune faite de barreaux métalliques et de grillages rouillés. Et à l'intérieur, une femme, 2 fillettes, vivantes. Jason poussa un soupir de soulagement. On les a trouvés. Mais Isa ne bougeait pas. Son regard fixait quelque chose au sol, juste à l'extérieur de la cage. Une lettre, pliée en 4, avec un mot griffonné sur l'enveloppe. Pour la police. 4h12 du matin, retour aux liaisons. Dans une salle d'interrogatoire, Romanov était affalé sur une chaise, les mains menottées et le visage tuméfié. Il avait parlé, il avait parlé. Sous la pression de Jason et la froide détermination d'Isa, il n'avait pas tenu longtemps. Les filles étaient sauves, mais les détails qu'il avait révélés ajoutaient une ombre à leur triomphe. La lettre trouvée sur place n'était pas de Romanov, elle venait de Levan lui-même. Une sorte de message d'avertissement, une façon tordue de montrer qu'il contrôlait toujours le jeu. Vous avez gagné cette manche, profitez-en. Ira Wright posa la lettre sur la table, son expression indéchiffrable. Il joue avec nous, et il veut qu'on le sache. Peu importe. On a sauvé les filles, c'est tout ce qui compte. Kalim croisa les bras, pensif. Oui, mais à quel prix ? Levan ne fait rien sans raison. S'il nous a laissé gagner, c'est qu'il a déjà prévu son prochain coup. Isa, assise dans un coin, jouait distraitement avec une boucle de ses cheveux noirs. Alors, on le trouvera, dit-elle doucement. Et quand on le trouvera, il regrettera d'avoir pensé qu'il pouvait jouer avec nous. Une victoire, certes, mais empreinte d'une amertume qui ne les quittait jamais tout à fait.